Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Who Got Next. Aujourd'hui on se retrouve pour la preview des matchs du play-in de l'Euroleague Women. On a 4 grosses affiches à venir sur les 2 prochaines semaines en match aller-retour et on va décortiquer un petit peu les clés de chacun de ces matchs. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et on est parti. Et comme chaque semaine, on revient sur l'actualité des derniers jours, c'est tout de suite dans les news. On commence par quelques bonnes nouvelles, on en avait parlé récemment dans une vidéo précédente, c'est les retours de Raquel Carrera et de Marine Johannes à l'entraînement avec leurs clubs respectifs. Raquel Carrera qui a été clear par les docs de Valencia pour reprendre l'entraînement avec opposition, donc on se doute qu'elle ne sera pas là pour le premier match du play-in contre Mersin, mais par contre ça va être une belle addition pour la fin de saison de Valence. On se doute que l'équipe va quand même réussir à se qualifier pour le Final Six et de se renforcer avec une joueuse telle que Raquel Carrera, ça peut faire la différence dans les matchs qui comptent. Du côté de Mersin, après ces longues semaines à s'entraîner en solo et à se remettre en forme, Marine Johannes a rejoint le groupe et la Turquie plus récemment. On l'a d'ailleurs vu en civil sur un match juste après la trêve internationale, donc son retour devrait être imminent. Elle n'a encore pas joué ce week-end, donc on peut espérer également un retour pour le deuxième match du play-in, pourquoi pas, mais sûrement pour la fin de saison, les deux clubs ne prendront de toute façon aucun risque avec leurs joueuses. On reste en Turquie avec cette fois-ci un retour très inattendu. On part cette fois-ci du côté de Fenerbahçe qui a annoncé hier au moment où je tourne la signature de Kayla McBride pour la fin de saison. Actuellement en pleine saison Unrivaled, donc en 3-3 aux États-Unis. Elle rejoindra l'équipe courant mars. Au plus tard, la finale d'Unrivaled se jouera le 17 mars. Donc si son équipe est concernée, elle rejoindra l'équipe après. Sinon, elle devrait rejoindre la Turquie à peu près autour de ces dates. Et c'est un ajout incroyable pour cette équipe du Fenerbahçe qui est encore invaincue en Euroleague. Pour rappel, Kayla McBride était l'an dernier la MVP de la finale de l'Euroleague, donc devant des joueuses comme Nafisa Collier ou Emma Messman, et c'est une joueuse qui connaît très bien le club. Elle y a joué de 2020 à 2024 et avait annoncé l'été dernier qu'elle ne reviendrait pas en Turquie cette saison. Il faut croire que le fait de jouer avec Emma Messman, c'est un petit peu addictif, et du coup elle a décidé de revenir pour la fin de saison. Donc encore une fois, un renfort de choix pour le Fener, qui va pouvoir compter sur un duo d'extérieur Gabby Williams-Kayla McBride. Bon courage pour les attaques adverses pour passer ces deux-là. Et la dernière news de la semaine, on part du côté des États-Unis où on fait un petit point sur les joueuses concernées par l'Euroleague qui ont signé en WNBA. On a tout d'abord Gabby Williams qui rempile, donc on s'y attendait, pour un contrat supermax avec Seattle. Gabby qui a pris un autre statut ces dernières saisons et qui va devoir, de par son contrat, prouver encore plus en WNBA cette année. Alors que de son côté, le Connecticut Sun continue de recruter en Europe après la signature de Leila Lacan de son contrat rookie. On a cette fois-ci Emi Okonko et Kariata Diaby, les deux joueuses de Bourges, qui ont signé des contrats training camp pour rejoindre le club. Pas d'assurance donc qu'elles fassent la saison WNBA, mais c'est une belle expérience pour ces deux joueuses. Voilà, on a fait le tour des news, on passe tout de suite au preview. On commence ces previews avec la confrontation entre Mersin et Valencia. Mersin qui a terminé première du groupe E avec un bilan de 11 victoires pour une défaite, et Valencia qui a terminé deuxième du groupe F pour un bilan de 7 victoires et 3 défaites. On le rappelle, les équipes du groupe F ont moins de matchs au compteur de par le retrait de Polkovice de l'Euroleague. Et pour ces previews, je vous ai préparé quelques clés qui me semblent importantes pour chaque équipe lors de ces confrontations. Et on commence tout de suite avec Mersin, qui va tout d'abord devoir composer avec un effectif décimé. On en parle depuis quelques semaines déjà, mais l'effectif est vraiment mal en point. Marine Johannes pourra effectuer son retour incessamment sous peu, mais on n'a pas encore de date et il faudra aussi qu'elle reprenne le rythme. On sait que s'entraîner et jouer en match, c'est deux choses totalement différentes et qu'on peut vite se retrouver un peu short au niveau du cardio et au niveau des efforts sur un vrai match. Donc ça va être important de voir comment Mersin va réintégrer Marine Johannes au collectif lors de ces rencontres, et elle pourrait devenir le facteur X de cette équipe dans la quête de la qualification pour le dernier carré. Mais Mersin compte également aussi d'autres absentes. On rappelle, Regan McGarity et Tara McCowan, on ne les a pas vus depuis des mois. Tara McCowan, on l'a aperçue il y a quelques temps pendant la trêve internationale où elle était en déplacement à Dallas pour son équipe des Wings. Et de son côté, Regan McGarity est aux abonnés absentes. Mais une des absences qui est vraiment handicapante pour cette équipe de Mersin, c'est celle de Natasha Howard. On le rappelle, la joueuse s'est blessée il y a environ un mois sur un contact à l'épaule, un contact qui nous avait été décrit comme anodin juste après le match, et pourtant on ne l'a pas revue sous le maillot de Mersin depuis ce moment-là. On peut donc s'inquiéter un petit peu pour cette équipe de Mersin,
tant l'effectif semble plus court que celui de Valence, et ça peut faire la différence dans une double confrontation. La deuxième clé pour moi, pour les joueuses de Mersin, c'est d'être très agressif sur les porteuses de ballon de Valencia. On le sait, c'est quelque chose qui a très bien marché lorsque le Fener a affronté l'équipe espagnole il y a quelques semaines. Valencia manque cruellement de créatrices dans son équipe. Et si Marine Fotoux, Yvonne Anderson ou même Bridget Carlton arrivent à faire un gros travail défensif sur les extérieurs de Valencia, ça peut vraiment handicaper cette équipe. Avec un peu plus de 16 ballons perdus par match, Valencia fait partie des équipes restantes qui perdent le plus de ballons dans la compétition. Et c'est pas anodin. Quand on voit la faiblesse du poste de meneuse de jeu, forcément, ça pose des problèmes sur des matchs importants. Et on l'a très bien vu, comme je disais, contre le Fener, où dès que la pression a été mise, qu'on est venu empêcher un petit peu les extérieurs de prendre des écrans, et où ça a très bien défendu, c'est venu doubler, on a proposé des défenses un petit peu différentes à chaque fois. Ça empêchait de prendre le pic, donc ce qu'on appelle un ice. De temps en temps, ça venait blitzer, ou alors il y avait un cover en drop. Donc vraiment, on a testé un petit peu tout du côté du Fener, et c'est ça que cette équipe de Mersin devra faire pour se créer des opportunités de jeu rapide et de transition. Et avec des joueuses comme Marine Fotoux et Yvonne Anderson pour lâcher les ballons devant, Mersin peut vraiment scorer beaucoup de points sur ces séquences de jeu-là. Et enfin, la dernière clé pour Mersin lors de cette confrontation, ça sera de limiter le secteur intérieur de Valencia. Valencia est une équipe qui a beaucoup de rotation sur les postes intérieurs, avec Nadia Fingal, Stéphanie Mavunga, Christine Vitola, qui joue 4 la plupart du temps, et Kayla Alexander. C'est vraiment une équipe qui a un secteur intérieur très complet et qui peut faire du mal à cette équipe de Mersin. On le voit d'ailleurs, Valencia est une équipe très active au rebond offensif, avec quasiment 12 prises par match, et donc c'est un secteur que Mersin va devoir contrôler. Avec l'absence possible de Natasha Howard pour cette confrontation, Iliana Rupert va avoir énormément de boulot. On le voit ces dernières semaines, sa relation avec Maria Aroro commence à progresser un petit peu et à évoluer dans le bon sens. On l'a vu d'ailleurs sur le dernier match de Mersin où le coach Ahmed Kandemir a amené des principes de jeu un petit peu différents de ce qui se faisait, avec Iliana vraiment au centre de l'attaque qui prend des pick and roll ou alors des relations entre les deux joueuses. Donc vraiment, c'est quelque chose qui va être très important pour Mersin, c'est de contrôler ce secteur intérieur, d'empêcher les joueuses. On sait que c'est des joueuses avec des profils totalement différents. Kayla Alexander est très près du cercle, les trois autres joueuses peuvent s'écarter un petit peu, mais on a des joueuses qui vont être plus à l'aise dans le petit périmètre quand même. Elle va avoir du boulot, on sait qu'elle a beaucoup progressé défensivement. Ça fait des semaines qu'elle tient la baraque avec Marine Fotoux pour engranger les victoires pour cette équipe turque. Mais là, elle va sûrement affronter le plus gros secteur intérieur qu'elle a eu à affronter de la saison, en dehors des matchs en championnat et en coupe contre le Fener. A noter d'ailleurs que pour Mersin, ça va être une semaine extrêmement chargée. Mercredi, il y a donc le match aller contre Valence, mais le week-end prochain, elle joue contre le Fener en championnat. Donc ça va être un autre gros match qu'il va falloir négocier avant de rejouer le mercredi d'après, le 25, pour le match retour contre Valence. Donc vraiment, il va y avoir une semaine très chargée pour le club turc, et des joueuses comme Iliana Rupert et Marine Fotoux qui jouent énormément de minutes depuis des semaines peuvent marquer un peu le pas avec un enchaînement de matchs comme ça. Donc ça sera évidemment à prendre en compte dans cette confrontation. Et on continue donc avec cette équipe de Valencia qui pourrait tirer son épingle du jeu dans ces matchs aller-retour, et ça passera d'abord par de la communication défensive. On l'a vu dans les débriefs des matchs qu'on a fait, il y a beaucoup d'erreurs qui viennent du fait que l'équipe ne communique pas en défense et se fait passer trop facilement. Contre une équipe de Mersin qui bouge de mieux en mieux le ballon et avec des joueuses aussi intelligentes sur le terrain, ça peut coûter très cher. Mersin a la deuxième meilleure attaque de l'Euroleague derrière Fenerbahçe, et c'est pas pour rien. C'est une équipe qui a une très grosse adresse à 3 points avec les joueuses du poste 1 à 5 qui peuvent les prendre. Donc forcément, dès qu'il va y avoir des petits soucis en défense, ça va se payer tout de suite. Et les extérieurs de Valencia vont avoir énormément de boulot pour contenir Yvonne Anderson et Marine Fotoux, en plus de Bridget Carlton qui porte aussi un petit peu le ballon. Donc ça va vraiment être un défi pour elle, et va pas falloir se faire avoir dans les drives ou dans les feintes que ces joueuses peuvent mettre. La deuxième clé du côté de Valencia, ça va être de limiter l'apport d'Iliana Rupert. On le dit depuis le début de la saison, Iliana Rupert est une joueuse incroyable, sûrement la meilleure intérieure de cette Euroleague cette année, extrêmement régulière, elle est au cœur du jeu de l'équipe turque, elle est capable de punir de près ou de loin, et même défensivement, elle est de plus en plus impactante, donc vraiment limiter son apport va être primordial pour cette équipe de Valencia. Évidemment, c'est bien plus facile à dire qu'à faire, et la limiter va être très compliquée. Et on l'a vu sur le match contre Basketland, où Iliana s'est un petit peu fait rentrer dedans, où la défense s'est adaptée. Le match a été plus compliqué pour elle, elle a été beaucoup plus vite dans le dur. Après, comme je le dis tout à l'heure, Iliana, elle enchaîne les minutes depuis des semaines. C'est la seule intérieure vraie poste 5 de cette équipe, et donc forcément, la fatigue commence à s'accumuler. Et l'avantage de Valencia dans tout ça, c'est qu'elles ont les joueuses à envoyer sur Iliana.
que ce soit une Stéphanie Mavunga qui est plus proche du sol et donc il va pouvoir la gêner sur ses départs en dribble ou même la suivre dès qu'elle va être sur du pop, ou une joueuse comme Kayla Alexander qui est un petit peu moins mobile que Mavunga mais qui va pouvoir la contester près du cercle, qui est une très bonne contreuse. Voilà, Valence a les armes à envoyer contre Iliana Rupert et ça va être des duels très intéressants au sein même du même match. Et on l'a encore vu sur le dernier match de Mersin, quand Iliana Rupert n'est pas sur le terrain, ça devient très compliqué pour cette équipe de Mersin et ça a du mal à tourner. Donc une Iliana qui est limitée et qui n'a pas le même rayonnement sur le jeu qu'elle a l'habitude d'avoir depuis le début de saison, ça peut fortement handicaper cette équipe de Mersin et ça peut vraiment donner une chance à cette équipe de Valencia. Et le dernier point important pour cette équipe de Valencia pour espérer remporter cette confrontation, c'est de ne pas tomber dans un concours de tir à 3 points. On sait que c'est une équipe qui a du mal à créer venant de l'extérieur, qui a du mal à faire des décalages et à trouver des bons tirs, et on en est souvent rendu sur des exploits personnels, que ce soit de la part d'Alina Yagupova, d'Yvonne Turner ou même de Léonie Fibiche. On cherche le tir à 3 points, et ça peut s'avérer problématique face à cette équipe de Mersin. Car même si dans l'ensemble, Valencia tire plutôt bien à 3 points cette saison, avec quasiment 35% de réussite de loin, une de ses plus grosses forces, comme je le dis depuis le début de la vidéo, c'est son secteur intérieur, avec quasiment 33 points par match qui sont scorés dans la raquette. Donc il va être important de trouver de l'alternance, de réussir à libérer les shooteuses, mais de ne pas en abuser. On le voit depuis le début de saison, Nadia Fingal, Stéphanie Mavunga sont capables de prendre ces tirs à 3 points, mais c'est pas forcément leur jeu. Donc quand ils sont ouverts, pourquoi pas, mais il y a souvent des meilleurs tirs à aller chercher. Et il ne faut pas oublier non plus qu'avec l'absence de Natasha Howard, Iliana Rupert se retrouve très seule sur le poste 5, que si Valencia décide de driver et d'aller chercher des points dans la raquette, elle est beaucoup plus enclin à commettre des fautes et donc à avoir des minutes hors du terrain, ce qui peut vraiment faire les affaires de cette équipe espagnole. Voilà, je pense qu'on a fait le tour pour ce duel. N'hésitez pas à me dire qui vous voyez remporter la double confrontation dans les commentaires. Moi, je vais vous donner mon petit pronostic. Pour moi, ce sera Mersin. Je pense que compter Iliana Rupert dans ses rangs, accompagnée d'une Marine Fotoux qui a un niveau stratosphérique depuis le début de l'année 2025, je pense vraiment que cette équipe a les ressources nécessaires, même diminuées, pour s'imposer dans cette confrontation. Avec le retour d'Yvonne Anderson qui a joué avec la Serbie la semaine dernière et qui continue de faire des cartons offensifs, et possiblement la réintégration de Marine Johannes au groupe, je pense vraiment que cette équipe a les armes de s'imposer, que ce soit en Espagne ou à la maison. Donc moi, mon prono, c'est Mersin qui passe directement en demi-finale de l'Euroleague. On continue avec le duel entre Fenerbahçe, première du groupe F et la seule équipe invaincue en Euroleague, et Skio, qui s'est qualifié sur la dernière journée directement pour la demi-finale du play-in, donc avec une victoire contre Bourges, et qui termine la deuxième phase avec un bilan de 9 victoires pour 3 défaites, avec notamment une victoire contre Mersin. Et c'est encore une confrontation où l'équipe turque est favorite, cette fois beaucoup plus largement, tant le Fener a montré qu'elle pouvait dominer sur certains matchs, et dès qu'elles étaient concentrées, ça devenait beaucoup plus compliqué pour les adversaires de faire quoi que ce soit dans le jeu. De la même manière que pour le premier match, on va voir tout de suite les clés qui me semblent importantes dans cette confrontation. Et on commence tout de suite avec Skio, qui va devoir, et pour moi les deux clés sont en corrélation, contrôler les pertes de balles et empêcher le Fener de courir. On sait que le Fener est une équipe qui adore pousser le tempo, donc il va falloir vraiment pour Skio essayer de le ralentir au maximum, prendre soin du ballon et éviter de trop perdre la balle. C'est une équipe qui perd assez peu de ballons, avec seulement 13 pertes de balles par match, donc c'est très bien dans cette confrontation, et ça peut s'avérer très important pour le dénouement de ces deux matchs. Car oui, on le voit depuis le début de saison, le Fener sur jeu placé, c'est beaucoup plus compliqué, et très souvent, les éclats qui sont mis par l'équipe turque surviennent lors de séquences où les équipes adverses n'arrivent plus à contrôler le ballon, à mettre en place leur jeu, et se font agresser défensivement. Donc il va falloir résister pour Skio à cette pression défensive, réussir à trouver des bons tirs, ne pas laisser passer les rebonds longs qui vont permettre au Fener de courir, et avec des joueuses comme Gabi Williams ou Julie Allemand, ça peut aller très très vite en contre-attaque. La dernière clé pour Skio, ça va être, et c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire encore une fois, un peu comme avec Iliana Rupert, ça va être de couper Emma Messman du jeu au maximum. On le sait, le Fener, comme je disais, a beaucoup de mal sur jeu placé, et sans l'apport d'Emma Messman, ça peut s'avérer beaucoup plus dur de trouver des paniers faciles. Donc évidemment, avec un effectif aussi complet et aussi talentueux que celui du Fener, on peut quand même trouver des solutions, mais Emma Messman est vraiment la plaque tournante de cette équipe, c'est elle qui met tout le jeu en place, et le Fener n'est jamais aussi fort, sur jeu placé en tout cas, que lorsque les ballons passent par Emma. Et pour ça, Skio a différents profils à envoyer, que ce soit Dorca Yuas, qui est incertaine pour le match, et ça peut vraiment compliquer les choses pour Skio, après une blessure
avec la Hongrie lors du premier match de la trêve, mais aussi Jasmine Keys, l'italienne, Opi André, ou pourquoi pas Janelle Salin sur certaines séquences pour venir avoir une joueuse plus petite, plus basse sur les appuis pour gêner Emma Messman dans ses drives ou dans ses prises de position. Donc évidemment, c'est extrêmement compliqué à faire. Emma est une joueuse très intelligente et elle arrive très souvent à trouver des solutions, quelle que soit la défense qui lui est proposée en face d'elle. Mais forcément, moins le ballon sera dans ses mains et plus elle sera coupée du jeu, plus le Skio aura une chance de remporter cette confrontation. Passons maintenant au Fener qui, je le rappelle, jouera sans Kayla McBride, qui arrivera beaucoup plus tard seulement pour la phase finale, donc le Final Six à Saragossa, mais qui pourrait également jouer sans Niara Sabali, qui s'est blessée lors d'un des matchs de la trêve avec l'Allemagne, donc c'était le match contre l'Italie, et on n'a pas forcément de nouvelles depuis, donc ça peut être une absence de marque pour cette équipe du Fener. Malgré tout, il reste quand même pas mal de monde avec Tina Charles, Emma Messman ou Marianne Badian dans l'effectif pour assurer les minutes sur les postes 4 et 5. Mais cette absence peut faire la différence pour la première clé du match qui va être de contrôler le rebond. J'en ai parlé déjà les dernières semaines, mais le Fener a tendance à se laisser un petit peu avoir au rebond et à offrir des secondes chances aux adversaires. Et qu'entre une équipe comme Skio qui prend beaucoup de rebonds offensifs avec quasiment 12,5 par match, ça peut vite faire la différence et le Fener peut vite se retrouver dans un match qu'elles n'ont pas envie de jouer, qui va se jouer à couteau tiré à une ou deux possessions et ça peut être un problème parce que du côté de Skio, toutes les joueuses vont au rebond et Janelle Salin, qui est pourtant beaucoup plus petite, est l'une des meilleures rebondeuses de l'équipe. Et on l'a vu, si elle joue, Dorca peut vraiment être une menace sur ce secteur-là. Avec des matchs depuis le début de l'année 2025, à plus de 10 rebonds très souvent. Et donc ça peut vraiment faire la différence pour Skio pour rester dans le match ou pourquoi pas prendre l'avantage. Ce qui nous amène forcément à la deuxième clé, et vous l'avez vu, j'en ai parlé un petit peu déjà avec Dorca proche du cercle, mais pour le Fener, si Dorca joue, il va falloir la repousser au plus loin du panier. C'est une joueuse qui est extrêmement intelligente, qui a une vision de jeu très développée, et donc si le Fener décide de lui laisser recevoir le ballon proche du cercle, ça peut vraiment leur compliquer la tâche. On le sait, Dorca est très forte pour aller trouver des skip passes à l'opposé et libérer les shooteuses. On sait aussi que c'est une joueuse qui n'hésite pas à jouer ses 1 contre 1 quand elle est au poste bas et qui n'a pas peur des adversaires qui peuvent lui être envoyés. Et de par sa taille, elle a la capacité de finir au-dessus de quasiment tout le monde en Euroleague. La meilleure chose à faire, selon moi, pour le Fener, c'est donc de l'écarter au maximum du cercle, de lui deny tous ses déplacements quand elle va aller vers le cercle, et de prendre un petit peu un pari, de pourquoi pas la laisser seule sur certains tirs à 3 points pour venir fermer la raquette. On sait que Dorca est capable de les mettre, on l'a d'ailleurs vu contre Bourges, où elle a mis 2 daggers absolument incroyables en toute fin de match pour vraiment prendre le lead et sceller le match pour la deuxième place. Mais ça va vraiment être important pour le Fener de contrôler la présence de Dorca proche du cercle pour espérer avoir un match assez facile à jouer. Et la dernière clé, et c'est pour moi la plus importante du côté du Fener, c'est de ne pas se regarder jouer. Et quand je dis ça, c'est surtout pour mettre en exergue tous les soucis qu'on note depuis le début de saison pour cette équipe du Fener. C'est le fait d'avoir ce sentiment d'un peu chacun son tour dans cette équipe. Tina Charles a beaucoup de mal à lâcher les ballons et en arrosage automatique. Gabby Williams a très peu de ballons à jouer sur les extérieurs et donc quand elle l'a, elle va les jouer pour elle. Et même si Julie Allemand et Emma Messman sont des joueuses très altruistes, on a besoin qu'elles soient beaucoup plus agressives et que le ballon bouge beaucoup plus dans cette équipe du Fener. Je disais, c'est une des clés du match pour Valence de ralentir le rythme et d'obliger le Fener à jouer sur jeu placé et c'est pas pour rien car le Fener a énormément de mal à vraiment mettre en place quelque chose et à trouver des tirs faciles. Donc par le talent, elles arriveront toujours à marquer des points. C'est d'ailleurs la meilleure attaque de l'Euroleague avec plus de 82 points marqués par match. Mais sur une double confrontation comme ça en match aller-retour, on est à l'abri de rien et on peut toujours se faire surprendre. Ça va être important de vraiment être concentré du début à la fin pour cette équipe du Fener, de se partager le ballon, de jouer vraiment ensemble, et normalement il ne devrait pas y avoir de soucis. Une fois de plus, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qui vous voyez gagnant de cette double confrontation. Pour moi, ce sera le Fener, archi favorite, et ce même avec la possible absence de Nira Sabali. Elles sont vraiment sur une autre planète par rapport aux autres équipes, et si Dorca est absente ou même diminuée, je ne vois vraiment pas Skio opposer la moindre résistance à cette équipe. Le troisième match de ces play-in, et cette fois-ci c'est un quart de finale, c'est l'affrontement entre Prague et Basketland. Donc un match qui semble très déséquilibré, tant Prague fait une saison bien plus aboutie que l'équipe du sud de la France. Cependant, si on regarde les bilans, au final, c'est quelque chose d'assez équilibré. Basketland est en 6 victoires, 6 défaites sur la saison,
tandis que Prague est à 5 victoires, 5 défaites depuis le retrait de Polkovice. Donc vraiment, on peut se dire que ce match est assez ouvert. Et on en a parlé les dernières semaines, mais selon moi, Prague est quand même largement favorite de cette confrontation. Et il va y avoir beaucoup de boulot pour Basketland pour espérer l'emporter. Et ça va commencer par empêcher Breonna Jones de recevoir le ballon près du cercle. On en a parlé avec Dorka Yuas sur le match juste avant, mais ça va être un petit peu la même chose avec Breonna Jones, qui a un peu plus de mal à s'écarter que Dorka, donc qui est encore plus dangereuse près du cercle. On le sait, Breonna est une joueuse incroyable, qui est très très forte dans ses prises de position, qui arrive à enrouler un petit peu tout le monde, et Basketland va vraiment devoir la contenir pour espérer avoir une chance de gagner. On rappelle, Breonna Jones, c'est quasiment 16 points, 9 rebonds par match, donc vraiment c'est une joueuse très dominante sur le secteur intérieur, qui a des moves à ne plus savoir quoi en faire et qui tire à quasiment 55% à 2 points. Donc ça va vraiment être une mission pour Basketland de l'empêcher d'avoir ses standards habituels, mais si elles arrivent à limiter son impact, le match peut s'ouvrir un petit peu plus. Mais malgré tout, il faudra faire attention, en essayant de la contenir, à ne pas commettre trop de fautes. On le sait, Basketland a tendance à commettre pas mal de fautes sur ses adversaires, et Prague est l'une des équipes qui tire le plus de fois au lancer franc par match, avec plus de 16 tentatives par match et en shootant quasiment à 75%. Ça va être très important pour Basketland de ne pas donner des points facilement à cette équipe de Prague sur la ligne, en sachant qu'il y a de très bonnes shooteuses du côté de Prague, que ce soit Valeriana Ayayi, Maite Cazorla, même Breonna Jones ou encore Teja Oblak. C'est des joueuses qui sont très agressives vers le cercle et qui punissent quasiment systématiquement sur la ligne des lancers francs. Donc il va vraiment falloir être intelligente pour Basketland dans les prises de faute, de ne pas donner des fautes trop rapidement, de se retrouver dans la pénalité très tôt, comme ça a été le cas sur certains matchs, et qui peut faire grandir l'écart et vraiment permettre à l'équipe adverse de se détacher totalement dans le match. Et à l'inverse, Basketland ne tire même pas 10 lancers francs par match en moyenne depuis le début de saison en Euroleague. Et c'est pour ça qu'il va falloir être agressif vers le cercle. On sait que c'est une équipe qui est capable de mettre dedans de loin, mais qui souvent rentre dans cette facilité-là, avec que ce soit Leila Lacan ou Dessinis Lecom, en prenant des tirs qui ne sont pas forcément bons, juste parce qu'il n'y a pas de solution supplémentaire. Et ça va être important de faire commettre des fautes à cette équipe de Prague, de les emmener très vite dans la pénalité et de provoquer des fautes aux joueuses majeures. On sait que c'est une équipe qui fait jouer beaucoup ses titulaires, avec plus de 30 minutes par match pour la plupart. De les pénaliser et de les envoyer sur le banc sur des séquences un peu plus longues, ça peut vraiment donner une chance à Basketland dans ces confrontations. Et c'est la transition parfaite pour l'une des clés du match pour Prague, c'est le manque de rotation. On le sait, depuis la blessure de Maria Condé, ça devient très compliqué, surtout à l'extérieur pour Prague. On espère le retour d'Ezzy McBegor sur cette confrontation et sur ces duels, mais elle n'a joué que 3 matchs depuis son arrivée en Europe, et donc ça peut vite devenir compliqué pour Prague. On l'a vu sur les matchs récents avec Hoff qui a donné quelques minutes sur certains matchs qui sont vraiment mauvaises, car oui, cette équipe de Prague a un 5 majeur qui est excellent, mais derrière, c'est beaucoup plus compliqué tout de suite. Alors que Basketland a cette chance d'avoir peut-être un 5 majeur moins talentueux que celui de Prague, mais avoir un peu plus de rotation et de joueuses qui peuvent apporter sur le banc. Et ça se voit d'ailleurs avec seulement 17 points par match venant du banc de la part de Prague, contre plus de 25 pour Basketland. Donc ça va vraiment être une dimension qui va être importante à prendre en compte, de vraiment gérer ces rotations et de s'assurer que les joueuses majeures jouent le plus possible. Mais certainement la clé la plus importante pour Prague sur cette confrontation, c'est de ne pas se faire piéger à Mont-de-Marsan. On le sait, Basketland est très forte à domicile et c'est toujours un calvaire d'aller jouer à Mitterrand. Donc Prague a la chance d'avoir une joueuse comme Valeriane Ayayi qui connaît très bien la salle pour y avoir joué quelques temps, mais c'est toujours quelque chose à prendre en compte, surtout sur des matchs aller-retour. Il faut sécuriser au maximum le match à l'extérieur, prendre de l'avance si possible, et ne pas se faire surprendre. Car oui, il faut le rappeler, cette année en Euroleague, Basketland n'a perdu que contre Mersin. Et ça peut faire la différence. Savoir qu'on arrive dans une salle où l'équipe est quasiment invaincue et où il est très difficile de remporter un match, ça peut laisser quelques traces mentalement. Et la dernière clé, qui celle-là est beaucoup plus dans le cœur du jeu, c'est de couper Louisa Kessel-Soder du ballon. On le sait, c'est une joueuse qui est extrêmement importante pour Basketland, c'est elle qui est au cœur de toutes les attaques. C'est une des seules joueuses qui arrive à réellement créer quelque chose avec Leila Lacan ces dernières semaines. Et si Prague arrive à couper Louisa du ballon, ça va être beaucoup plus facile pour elle derrière de dérouler et de rendre l'attaque de Basketland encore plus stérile qu'elle ne l'est la plupart du temps. Et avec des joueuses qui peuvent jouer à l'intérieur comme Breonna Jones, Ezzy McBegor ou encore Valeriane Ayayi qui joue la plupart du temps en poste 4, Louisa Gesell-Soder aura des très bonnes clientes en face d'elle pour vraiment venir la gêner et ça peut
totalement enrayer l'attaque de cette équipe de Basketland. Et on le rappelle, Basketland a la pire attaque des 8 équipes restantes en Euroleague, avec seulement 65 points marqués par match, contre Prague qui a une excellente attaque avec quasiment 74 points de moyenne, et qui a joué des équipes beaucoup plus en place défensivement que n'a pu le jouer Basketland. Donc avec une Louisa Gesell-Soder qui peut être ralentie par le secteur intérieur adverse, ça peut s'avérer très compliqué pour l'équipe du Sud-Ouest. Et c'est pour ça que, encore une fois, je pars avec l'équipe favorite de cette confrontation, avec, pour moi, une victoire assez facile de Prague, car même avec l'absence de Maria Condé, le retour de Teya Oblak et possiblement celui d'Ezi McBegor pour ses phases finales peut vraiment faire la différence. J'ai aussi dit il y a quelques semaines dans la vidéo avec Ghislain que selon moi, Prague, au complet, était certainement l'équipe favorite cette année. Donc on le sait, Maria Condé ne pourra pas rejouer cette saison, mais malgré tout, c'est une équipe qui a montré depuis le début de saison qu'elle pouvait développer un jeu qui était très beau et très efficace, tandis que Basketland a été beaucoup plus sur courant alternatif, capable de faire des coups contre des équipes censées être plus fortes, mais qui dans l'ensemble paraît bien plus faible que l'équipe tchèque. Et on termine avec la dernière confrontation, c'est le duel entre Bourges et Saragossa. Bourges qui termine 3e de son groupe avec un bilan de 7 victoires pour 5 défaites, contre Saragossa qui termine 4e après sa défaite contre Prague dans le dernier match, avec un bilan de 5 victoires, 5 défaites, donc bilan à l'équilibre, qui lui permet quand même de se qualifier pour le play-in. Et c'est sûrement le duel qui paraît sur le papier le plus ouvert. Donc on a évidemment la confrontation entre Mersin et Valencia en tête des groupes qui semble un petit peu plus abordable pour l'équipe outsider. Mais là on a vraiment deux équipes qui sont capables du meilleur, mais surtout du pire depuis le début de la saison. Très difficile donc de pronostiquer un vainqueur, mais on va voir quelles clés sont importantes pour ces deux équipes, à commencer par Bourges, qui va devoir mettre du rythme offensivement. On l'a vu surtout sur la première mi-temps contre Skio, Bourges est très dangereuse quand elles arrivent à mettre du rythme offensivement et il ne faudra pas se laisser endormir par le faux rythme que Saragossa arrive à imposer à ses adversaires depuis le début de saison. Car avec seulement 68 points encaissés par match, Saragossa était la deuxième meilleure défense du groupe F et elle a réussi à s'imposer ou à s'accrocher sur la plupart de ses matchs en emmenant les équipes sur des faux rythmes et grâce à une défense très passive. On le sait, c'est une équipe qui a tendance à attendre la plupart du temps dans la raquette et donc qui peut vite se retrouver en difficulté si l'équipe adverse pousse un petit peu le rythme. Et pour ça, le retour d'Alix Duché à Bourges va faire énormément de bien. La Française a loupé pas mal de matchs pour cause de blessures et est revenue juste avant la trêve internationale. Et donc son retour arrive à point nommé pour Bourges, qui va pouvoir compter une rotation supplémentaire sur les postes extérieurs. Et c'est une joueuse qui a tendance à mettre du rythme, à jouer des contre-attaques. Et ça va vraiment être important pour l'équipe de Bourges. Et c'est ce qui nous amène au deuxième point et la deuxième grosse clé, sûrement la plus importante d'ailleurs de cette série pour Bourges, c'est la gestion des rotations. Et ça, malheureusement, c'est quelque chose que les joueuses, elles, ne peuvent pas gérer sur le terrain, mais qui va être extrêmement important pour espérer rejoindre le Final 6 à Saragossa, justement. Car on le voit depuis le début de saison, les minutes sans soit Pauline Astier, soit Kariata Diaby sur le terrain deviennent très compliquées, voire même un calvaire pour cette équipe de Bourges. Et contre Saragossa, qui joue énormément sur la relation entre Mariona Ortiz et Gatling, de ne pas avoir les deux sur le terrain, ça peut être extrêmement pénalisant. Comme je le disais, heureusement, le retour d'Alix Duché arrive à point nommé et va permettre à Pauline de souffler quelques minutes sans perdre trop en qualité, comparativement à ce qu'on avait lorsque c'était Morgan Green qui prenait la main et où ça devenait extrêmement dur à regarder. Là, on a malgré tout, avec Alix Duché, une joueuse qui va pouvoir gérer le tempo et être plus juste que Morgan en attaque. Et à l'intérieur, la vraie erreur serait de donner des minutes à Anna Maria Philippe. On le voit depuis le début de saison, elle n'est plus capable de jouer à ce niveau-là. Et sur des confrontations aussi importantes, surtout sur un match aller-retour où chaque point est important parce que ça va se jouer au goal average, lui donner des minutes et voir son écart fondre comme neige au soleil, c'est la dernière chose à faire. Donc ça va être important que Olivier Lafargue et son staff voient un petit peu les rotations, donnent quasiment 35 minutes à Kariata Diaby si possible sur ces deux matchs, et que les séquences où c'était pas elle qui joue au poste 5, il ait des rotations avec Artemis Panou en 5 et Emi Okonkwo en 4 pour assurer l'intérim. Mais en aucun cas, il faut qu'Anna Maria Philippe joue plus que vraiment des fins de carton. Et quand je dis des fins de carton, c'est vraiment la dernière minute, voire la dernière possession de chaque carton, pour permettre à Kariata Diaby de souffler un petit peu, et surtout lui permettre de ne pas prendre de fautes bêtes juste avant une fin de carton. Et la dernière clé pour Bourges, ça va être de fermer la raquette défensivement. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, mais l'équipe de Saragosse s'appuie surtout sur la relation Ortiz-Gatling, sur du pick and roll, mais aussi sur du jeu un peu plus solo de Stéphanie Mavouli. Et il va falloir fermer ces lignes de drive
et empêcher les ballons d'arriver. Car on le sait, même Tanaya Atkinson ou Elena Pueyo sont des joueuses capables de driver et d'aller chercher leurs points dans la raquette. Et cette équipe devrait d'ailleurs plus s'appuyer sur les qualités de drive de ces joueuses. Et si Bourges arrive à fermer la raquette, elle aura d'ailleurs fait le plus dur, car cette équipe de Saragossa a vraiment du mal de loin. Car hormis Elena Pueyo et Stéphanie Mavouli, il n'y a pas de tireuse fiable dans cette équipe, et ces deux joueuses-là ne sont pas des joueuses à très gros volume de tir, en tout cas à 3 points. Car avec une équipe qui tire à peine à 28% de réussite au tir de loin, si les Berruyères arrivent à fermer totalement la raquette et à forcer des tirs à 3 points en fin de possession, ça peut vraiment permettre à cette équipe de se rendre le match beaucoup plus facile et espérer s'imposer dans cette confrontation. Et du côté espagnol, la clé du match la plus importante sera de couper la relation entre Pauline Astier et Cariata Diaby. On le sait, c'est l'axe fort de Bourges, donc évidemment, il y a Emio Conco qui est capable de mettre des points et qui arrive à tirer son épingle du jeu dans cette équipe, mais elle profite surtout de la forte gravité autour de Pauline Astier et Cariata Diaby. La défense est totalement attirée par cette relation et ça laisse des espaces pour les autres joueuses. En réussissant à couper cette relation, l'équipe espagnole arriverait totalement à dérégler le jeu de Bourges et à vraiment les faire déjouer. Et on le voit, quand les deux ne sont pas impliqués dans les attaques, l'attaque de Bourges est souvent très stérile. C'est du 1 contre 1 sur place, beaucoup de dribbles, et ça ne mène souvent à rien. Et la deuxième clé du match est d'ailleurs pour moi très relative à la première, c'est de provoquer Cariata Diaby à faire des fautes. Car comme je le disais tout à l'heure, la rotation derrière Diaby c'est Anna Maria Philippe, et contrairement à Bourges, Saragossa doit vouloir qu'elle soit sur le terrain. Et ça doit être un impératif pour elle de sortir Cariata Diaby en provoquant des fautes le plus rapidement possible. Car avec des joueuses comme Gatling ou Nerea Hermosa sur le secteur intérieur, qui sont des joueuses assez physiques et capables de finir près du cercle, avoir Cariata Diaby qui n'est pas sur le terrain et donc soit Anna Maria Philippe qui n'arrivera pas à les tenir sur des duels tant physiquement que dans la vitesse, ou Artemis Panou qui est capable de les tenir au périmètre mais qui va beaucoup plus être en galère si elle est proche du cercle, ça peut vraiment faire la différence pour cette équipe et ça peut leur permettre de rester dans le match et d'aller chercher des points assez facilement. Des deux côtés, l'une des clés les plus importantes du match, c'est sûrement la présence ou non d'Anna Maria Philippe sur le terrain. Car si elle est sur le terrain, Saragossa peut vraiment s'éclater offensivement, proportion gardée, ça reste Saragossa et on sait que leur attaque c'est vraiment un calvaire à regarder, mais il y aura beaucoup plus de solutions offensive pour l'équipe espagnole, tandis que défensivement, on peut tricher un petit peu plus et on peut venir fermer de manière différente. Mais ce qui va être important également pour Saragossa, c'est de ne pas trop envoyer Bourges sur la ligne, car Bourges est l'équipe qui tire le mieux au lancer franc avec l'un des plus gros volumes sur l'Euroleague, avec quasiment 18 lancers francs tentés par match et 15 de réussite. Donc une réussite de 83% au lancer franc, c'est vraiment des points faciles donné à une équipe qui n'est pourtant pas si agressive que ça. La plupart des lancers francs viennent évidemment de Cariata Diaby, très physique près du cercle, et qui oblige ses adversaires à faire des fautes pour la contenir. Et Bourges est une équipe qui arrive plutôt bien à vendre les contacts, que ce soit Emio Conco, Artemis Panou ou même Morgan Green. C'est des joueuses qui, dans des attaques mal embarquées, peuvent quand même réussir à aller chercher des points sur la ligne, et ça peut faire la différence pour Bourges, et donc rendre le match beaucoup plus dur pour Saragossa. Et comme je le disais en début de séquence sur ce match, c'est sûrement la confrontation la plus ouverte, tant ça peut basculer d'un côté comme de l'autre. Sur le papier, Bourges est censé s'imposer contre cette équipe espagnole, tant l'effectif est beaucoup plus qualitatif, mais on l'a vu, sur certains matchs, Bourges est capable du pire. Et si les rotations ne sont pas au point, l'équipe berruyère peut très vite se faire surprendre par une équipe espagnole qui a l'habitude de faire déjouer tous ses adversaires depuis le début de la saison. Donc n'hésitez pas à me dire, pour vous, quelle sera l'équipe qui sortira vainqueur de cette confrontation et qui filera au Final Six. De mon côté, je pense que Saragossa peut s'imposer à la maison, mais va sûrement perdre à Bourges. Et c'est là la chance de Bourges, c'est d'avoir un Prado dans lequel il est toujours compliqué de venir jouer pour les équipes adverses. Et je pense qu'elles réussiront à s'imposer à la maison. Est-ce que ce sera suffisant pour rejoindre le Final Six? Je ne sais pas, je le pense. Je pense que Bourges est quand même au-dessus et va se qualifier pour la suite de la compétition. Mais attention, c'est peut-être la série qui nous réserve le plus de surprises. Et avant de se quitter, un petit tour donc sur le programme de la semaine prochaine dans Up Next. Vous l'aurez donc compris, 4 belles affiches en Euroleague cette semaine. Toutes se joueront le mercredi 19 février et on commencera à 19h15 par Valence contre Mersin, match qui se déroulera à Valence. Au même moment, le match entre Schio et Fener, avec un match aller qui se déroulera en Italie. On enchaînera à 19h30 avec Basketland contre Prague, match qui se jouera à Mont-de-Marsan, donc match qui peut être piège pour Prague. Et enfin, la dernière affiche qui se jouera à 20h, c'est Saragossa qui recevra Bourges dans un match qui peut déjà être piège pour l'équipe française. Donc il faudra évidemment s'imposer à l'extérieur pour
tenter de se qualifier pour le Final Six. Pour rappel, ces confrontations se jouent en match aller-retour, au goal average particulier, c'est-à-dire que si une équipe perd de 5 points au match aller, il faudra qu'elle s'impose 2-6 pour gagner et se qualifier pour le prochain tour. Il est donc important de très bien rentrer dans cette confrontation en gagnant le premier match ou en perdant du moins de points possible pour garder espoir et une chance de se qualifier pour le Final Six. Voilà, on a fait le tour pour cette semaine. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et comme je vous le disais pendant la vidéo, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire quelles sont les équipes qui, selon vous, vont se qualifier pour le Final Six. Passez une très belle semaine avec le retour de l'Euroleague et peace out.